Bonjour à tous, bienvenue au château de Chamerolles. On se trouve ici à peu près à une trentaine de kilomètres au nord d'Orléans, dans le département du Loiret. Et du coup, on va visiter ensemble le monument, comprendre un peu son histoire et on va se diriger directement dans la cour. Donc nous voici maintenant dans la cour, à l'intérieur du château. On a passé le château d'entrée, qui est la partie médiévale. On est passé sur deux ponts-levis qui sont encore en état de fonctionnement. Et autour de vous, vous avez les ailes Renaissance, puisque le château a été construit entre 1500 et 1530. On regarde au niveau de l'architecture, on a des briques rouges et noires qui forment des losanges. Ça, c'est très typique dans les hôtels particuliers du nord du Val-de-Loire, comme on a à Orléans par exemple. Je pense à l'hôtel Grelot plus particulièrement. Et on a également de la pierre de tuffeau. Et donc ce mélange, c'est vraiment typique de la première Renaissance. Donc ce qui est caractéristique de cette époque Renaissance, c'est de ce côté-ci, vous avez la galerie italienne avec ses arches. Vous avez également sur la partie centrale ici, sur l'aile ouest, vous avez du coup les fenêtres à meneaux, donc les baies à meneaux avec la grande croisée de pierre. Et puis vous avez également la tour octogonale ici, qui est une tour qui permet de mettre l'escalier qui dessert tous les étages. Alors le château ici a été construit par Lancelot du Lac. Alors généralement les gens, ça leur prête à sourire parce qu'ils pensent connaître Lancelot du Lac par les écrits de la légende arthurienne. Sauf que Lancelot du Lac, de la table ronde, etc., c'est une invention, c'est légendaire. Le mien, Lancelot du Lac, il a vraiment vécu à la jonction fin Moyen-Âge, début Renaissance. C'est un grand personnage puisqu'il a été conseiller de Louis XII, roi de France, et de François Ier. Il a même été échanson et chambellan, donc c'est des postes assez haut gradés finalement. Et il a été faire les guerres d'Italie également. Et grâce à cette fortune qu'il a pu acquérir et les guerres d'Italie, il a pu avoir des influences italiennes qu'il a, quand il est revenu ici en France, modelé finalement son château avec voilà, des architectes qu'il a pu faire venir ou des influences en tout cas qu'il a pu justement avoir en Italie. Et maintenant on va rentrer dans le château directement dans la première pièce qui s'appelle le vestibule d'entrée. Donc je vous invite à me suivre. Donc première pièce du château ici, ça résonne un peu comme vous l'entendez. On est dans le vestibule d'entrée avec un sol 19e siècle, un faux appareillage de marbre sur les murs et vous avez tout autour ici une galerie de portraits qui est en fait des sculptures, des statues antiques, donc très anciennes, faites en marbre blanc de Carrare d'Italie. Et ces statues antiques ont été reprises au XVIIe siècle par le cardinal de Richelieu, qui était en fait pour son propre château à Richelieu et qui, par plusieurs péripéties, sont arrivés ici au château de Chamerolles dans les années 80. Donc on a des représentations d'empereurs romains, de philosophes, et ces statues sont régulièrement nettoyées ou restaurées pour certaines d'entre elles. Donc partie 19e pour le vestibule, la pièce à côté est aussi du 19e, on va aller dans la salle à manger Charles X. Donc c'est vrai qu'on commence la visite classiquement dans le château par des parties on va dire assez récentes du 19e siècle, tout simplement parce que quand on a restauré le château dans les années 80, on a redécouvert ce que vous avez au mur, c'est les pochoirs qui ont été restaurés et du coup qui datent de ce 19e siècle. Donc l'idée a été de remettre ici une salle à manger, typique de l'époque de Charles X, donc des années 1824-1830, avec un mobilier complètement de cette période-là, mobilier en bois très clair, aux lignes assez épurées, et on sait qu'historiquement parlant, il y avait une salle à manger ici dans ces espaces-là. Donc nous voici ici dans le salon jaune, salon du XVIIIe siècle, avec ces indiennes au mur ici qui sont typiques de cette période-là. Vous avez également ici plusieurs mobiliers, dont les plus importants pour nous restent la Duchesse, qui est une espèce de banquette rouge ici, qui date du XVIIIe siècle, un peu évasée sur les côtés de manière à ce que les dames puissent voilà, mettre leur grande robe de part et d'autre. À l'autre bout de la pièce, on a le salon chinois qui a été restauré récemment puisque
installé ici au château en janvier de cette année. On a une dizaine de pièces en tout et en fait ça c'est les 3 premières pièces qui ont été restaurées. Donc on a d'autres fauteuils et banquettes qui seront restaurés en 2023 et 2024. Voilà. C'est vraiment un décor absolument incroyable de chinoiserie sur ce salon. Et puis un petit objet un petit peu anecdotique, c'est ce meuble-là qui est une chaise qu'on appelle une voyeuse en fait, qui permet de pouvoir être positionné devant les tables de jeu et qui peut être utilisé à 2 façons. Soit on se met à califourchon, comme ceci, voilà. Soit, et d'où le nom voyeuse, c'est que les gens vont s'accouder en fait sur la partie ici pour regarder le jeu de ceux qui sont en train de jouer autour de la table en fait. Donc là, je me suis permis de le faire parce qu'en fait, ça reste des copies, donc on peut les toucher. La duchesse et le salon chinois restent des meubles d'époque, donc on évite de les toucher bien évidemment. Donc voilà pour ce salon. Dernière chose, c'est la galerie de portraits qui est sur le mur ici. Ce sont des tableaux qui proviennent du Musée des Beaux-Arts d'Orléans. On a un partenariat avec eux. Et du coup, on a un dépôt finalement de ces tableaux. Donc maintenant, on va passer dans une autre pièce qui, elle, date du XVIe siècle, qui est le Salon Rouge. Vous allez comprendre pourquoi. Puisque voilà, le rouge est présent sur les murs au niveau des brocatelles. Hein, ce qu'on appelle les brocatelles, c'est le tissu tendu que vous avez ici hein, au niveau de ces murs. Voilà, les brocatelles étaient des tissus italiens très en vogue hein, au XVIe siècle. Et vous voyez que dans la pièce ici, le mobilier est moins présent que dans la pièce qu'on vient de passer, tout simplement parce qu'au XVIe siècle, la cour étant encore itinérante, le châtelain part avec ses meubles pour meubler ses autres châteaux durant ses voyages. Et on a un mobilier très léger finalement. On a également des coffres, comme le coffre Louis XIII ici, coffre de mariage, qui permet voilà, le stockage et le déplacement d'objets. Au niveau des vitraux, vous avez différentes familles. La famille des Dulac, qui est le vitrail ici à gauche, en bleu et doré. Les autres étant le porc-épic de Louis XII, l'hermine de la Bretagne, d'Anne de Bretagne. Donc pour continuer sur le XVIe siècle, on va passer dans le salon vert. Toujours pareil, hein, on va voir que le salon vert porte bien son nom par rapport à la couleur sur les murs. Et ici au salon vert, en fait, on va retrouver la galerie de portraits en sculpture ici hein, des philosophes et empereurs romains. Donc c'est la même collection en fait qu'on a croisée au niveau du vestibule d'entrée. Et la chose qui est incroyable ici, c'est le plafond de cette pièce, qui est un plafond dit à la française. Au-delà de la construction du plafond, c'est les sculptures au niveau des poutres centrales. Vous avez en fait des sculptures qu'on appelle des engoulants. Les engoulants étaient ces espèces de bestioles un peu mystiques, comme des dragons, des choses comme ça, très en vogue en fait sur les poutres des maisons à colombages, des centres historiques des villes à la fin du Moyen-Âge. Et du coup, à la Renaissance, on reprend un petit peu ces éléments. On va continuer. Je vais vous emmener au premier étage maintenant du château. On va emprunter l'escalier 18e, l'escalier d'honneur. Et au passage, on peut voir la chaise à porteur, qui date également du XVIIIe siècle. Suivez-moi ici au niveau de la tribune. Alors, on est dans une pièce qui a un caractère assez spécial, hein, la chapelle du château qui a été construite entre 1500 et 1530, donc même période de construction que le château en tant que tel. Et ce qui est spécifique à cet espace, c'est qu'elle était chapelle pendant sa première partie de vie. Et le petit-fils en fait, du fondateur du château, c'est lui, durant le XVIe siècle, converti à la religion réformée du protestantisme. Du coup, au niveau du décor, ce sont ici des peintures protestantes qui sont à ce jour les plus anciennes peintures protestantes connues en France, qui ont été apposées pendant environ une centaine d'années, c'est-à-dire qui ont été visibles par les personnes qui venaient ici dans ce temple. Et au moment de la révocation de l'édit de Nantes,
le temple est redevenu chapelle catholique. On n'a pas effacé véritablement les peintures, on les a simplement cachées par du mobilier, oubliées et redécouvert que dans les années 80, finalement, lorsque on a commencé à restaurer le bâtiment. Et quand on a redécouvert ça, en fait, on s'est dit que c'était un trésor assez incroyable. On les a dépoussiérés et on les a restaurés véritablement en 2019 aussi. On va se déplacer vers l'aile sud maintenant, au premier étage, qui étaient les anciens appartements finalement des habitants. Et on va découvrir ce qu'on appelle, nous, la promenade des parfums, puisque quand le conseil départemental du Loiret a racheté finalement le château en 87, on a fait 5 ans de restauration ici et s'est posé la question quoi mettre en fait dans les pièces. Et la promenade des parfums s'est justifiée par deux choix, enfin par deux choses. La première chose, c'est que historiquement parlant, les châtelains qui possédaient un château comme celui-ci, dès la Renaissance, avaient accès à la connaissance grâce à l'invention de l'imprimerie à la fin du Moyen-Âge, à la diffusion des savoirs par les humanistes au début de la Renaissance, et du coup, ils avaient connaissance des recettes de parfums. Ils avaient souvent des laboratoires qui, avec un alambic, ont récupéré le distillat par distillation, ont récupéré de l'eau florale par exemple, des sortes d'huiles essentielles qu'on pouvait utiliser justement dans la parfumerie, dans les cosmétiques, dans les bains, sur soi, pour mettre des odeurs finalement dans les pièces ou sur soi-même. Et plus pragmatique, la raison elle est qu'on a une zone géographique entre la ville d'Orléans et la ville de Chartres, qui est ce qu'on appelle la Cosmetic Valley, concurrente directe de la Silicon Valley que tout le monde connaît, sauf qu'on va laisser aux États-Unis la partie numérique, on va dire. Nous, on est vraiment sur la cosmétique et plus sérieusement, c'est une zone très riche, très importante, puisqu'elle emploie 70 000 personnes réparties sur 500 entreprises de toute la cosmétique, que ce soit de la recherche en laboratoire jusqu'à l'apparition du produit final. Et ça représente 53% du chiffre d'affaires national de la parfumerie et de la cosmétique. Donc c'est une zone très, très importante. D'où la raison, en tout cas, pour laquelle on a placé ici la promenade des parfums. Donc chambre 16e siècle ici, comme aurait pu connaître aussi Lancelot du Lac, en tout cas pour le mobilier. Ici, vous avez une chambre qui est polyvalente au final. C'est vrai qu'aujourd'hui, on conçoit la chambre privée avec une seule fonction. À l'époque, ce n'est pas le cas. On va chauffer une pièce pour faire plusieurs activités. Donc, on a à la fois le lit, bien évidemment, pour une chambre, c'est plus pratique. On va avoir du mobilier comme une table pour travailler ou pour manger. On va avoir des coffres ou des endroits de stockage. Et également, la pièce maîtresse, j'ai envie de dire pour nous, c'est la baignoire ici, en forme de tonneau, en bois, où le seigneur au XVIe siècle se lavait très très régulièrement, 3 à 5 fois par semaine, pouvant aller jusqu'à 3 heures de bain d'affilée sans aucun problème. D'où le fait qu'ici, il y a un plateau, à la fois pour conserver la chaleur du bain le plus possible, mais aussi pour pouvoir travailler, manger, jouer, etc. Voilà, agrémenter ces 3 heures de bain qui peuvent être assez longues finalement. Vous avez également un tapis de jonc au sol, ça paraît anecdotique, mais il faut avoir à l'esprit qu'à l'époque, on n'a pas de VMC, on n'a pas de système pour assainir les pièces. Et le principe phare au XVIe siècle, c'était que plus on se sentait bon, plus on était protégé contre les maladies. Une sorte de bouclier finalement. Donc du coup, on parfumait avec ce qu'on avait dans l'alambic, le distillat, les bains. On mettait sur ce tapis de jonc des pétales, on jonchait le sol, et ça vient de là, des pétales de fleurs absolument partout. Et comme on a ici quelques bouquets de lavande qui sont suspendus aux poutres pour justement assainir les pièces. Donc voilà pour le XVIe siècle ici. Je vous invite maintenant à remonter le temps, on va passer au XVIIe siècle. Vous allez voir que les us et coutumes sont légèrement différentes de ce qu'on pouvait avoir au XVIe siècle. Donc au passage, vous avez un cabinet de curiosité ici, très en vogue au XVIIe siècle. C'est la folie d'accumuler, de collectionner tout un tas d'objets qui paraissent aujourd'hui anecdotiques et connus, mais voilà, à l'époque, on ne connaissait pas forcément ce que c'était une carapace de tortue, un espadon, des coquillages, etc. Et puis il y a un objet qui repère l'attention de tous nos visiteurs, c'est la tulipière, qui permettait justement de mettre ces bulbes ou ces tulipes en visu, puisque ces pièces, quand elles étaient habitées par les châtelains, étaient visitables, entre guillemets, visibles. Et la tulipe était la fleur la plus demandée au XVIIe siècle.
Et c'est ce qu'on appelait la tulipomania. Alors, la tulipomania, c'est le fait qu'il y avait tellement de personnes qui demandaient des tulipes qu'il n'y avait plus en fait d'assez de production. Et on a eu une sorte de krach boursier finalement. Les monnaies européennes ont commencé à dévaluer puisque l'offre ne suivait pas la demande et vice-versa. Donc à cause d'une tulipe, on peut avoir des crises économiques finalement. Donc ici, chambre XVIIe siècle, on remonte le temps, hein, comme je vous l'ai dit. Donc on va avoir la même façon de procéder qu'au XVIe siècle, c'est-à-dire une chambre polyvalente, un lit, des tables, des coffres, etc. Sauf qu'on remarque une grande absente, finalement, c'est la baignoire. Alors, ce n'est pas le petit objet qu'au milieu, qui est une chaise percée, hein, qui est une sorte de trône, hein, l'ancêtre des toilettes, mais on a souvent les enfants qui nous disent que c'est ça la baignoire, mais non. Donc, on n'a plus de baignoire et en fait, on ne va plus se laver. On a peur de l'eau, finalement. L'eau est interdite parce qu'on pense que quand on se baigne trop longtemps, et vous avez pu vous apercevoir que vous avez les pores de la peau qui se dilatent au bout des doigts, et on pense à l'époque que les maladies rentrent par ces pores dilatés. Ce qui fait qu'on va interdire l'eau, donc les bains par immersion c'est fini, et on va faire ce qu'on appelle une toilette sèche. Une toilette sèche, en fait toilette ça vient de cet élément qu'on appelle une toilette. C'est un petit bout de toile avec lequel en fait on va humecter grâce à cette aiguière, on a de l'eau florale, même principe que le distillat hein, qu'on a vu tout à l'heure. On va humecter ça avec de l'eau florale, on va se laver uniquement les parties visibles du corps, donc le visage et les mains. Pour le reste, c'est du camouflage. Voilà, on va se changer plusieurs fois hein, de vêtements, on va se mettre du parfum sur soi, on va se mettre ces petits sachets qu'on connaît encore dans certaines maisons hein, pour assainir les placards, avec des fleurs séchées à l'intérieur, on va se les mettre dans les poches, les vêtements, etc. Et on va parfumer absolument tout. Perruque, ceinture, vêtements, pour essayer d'embaumer un maximum autour de soi. Mais voilà, on ne fait que cacher finalement les mauvaises odeurs. Donc c'est vrai que quand on pense à Versailles et à Louis XIV, dans sa première partie hein, de son règne, en tout cas, voilà, les odeurs étaient fortement odorantes hein, à la cour de Versailles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'imagine absolument pas. D'autant plus qu'au XVIIe siècle, les odeurs phares, c'est les odeurs animales. On adore se mettre du castoreum, du musc, de la civette. Tout ça, c'est des sécrétions animales. Ça sent extrêmement fort, mais c'était la grande mode en fait au XVIIe siècle qui va disparaître à la fin XVIIe pour laisser place plutôt à des odeurs plus florales, voilà, un peu plus légères. Donc voilà pour la partie XVIIe siècle. On va passer au XVIIIe. Donc au XVIIIe siècle, on reprend un peu la thématique qu'on a connue au Salon Jaune, donc les indiennes hein, qui sont ici hein, au mur, toujours en vogue au XVIIIe siècle. Et on a surtout le retour de la baignoire au XVIIIe. Donc on se relave, encore une fois, avec une baignoire qui est très luxueuse pour l'époque, qui est munie de deux matériaux. On a une cuve ici en cuivre, sur la partie basse, qui est un espèce de rectangle au bord arrondi finalement qui ressemblerait à une cuve d'aujourd'hui classique. Et par-dessus, on a en fait du canage, donc une partie bois, de manière à avoir une baignoire complètement polyvalente. Donc soit on veut juste se laver par immersion, on enlève la partie bois et on se baigne dans la cuve en cuivre, soit on rajoute ici le dossier pour se faire un bain de pied. Et j'ai envie de dire le mieux du mieux à l'époque, le comble du luxe, c'est de positionner la partie au milieu. Donc on a préalablement mis de l'eau hein, très chaude à l'intérieur, avec de l'eau florale, du parfum, etc. Et on va positionner la dernière partie en bois ici pour faire comme une sorte de transat au final. La personne va s'allonger et c'est l'apparition du bain de vapeur. Voilà, le sauna, le hammam d'aujourd'hui, ça vient finalement du XVIIIe siècle où on avait les bains de vapeur ici directement dans les intérieurs des châteaux. Alors, en plus du bain de vapeur qui apparaît au XVIIIe siècle, apparaît la notion de la pudeur. En fait, je ne vous l'ai pas dit, mais au XVIe siècle, il était courant de se baigner alors qu'il y avait des gens autour de soi, sans aucun problème. Au XVIIIe, on va le faire, mais on va essayer de se cacher. Donc, on va inventer le bain moussant. Voilà, le bain moussant qu'on aime bien de temps en temps dans nos bains aujourd'hui, ça vient du XVIIIe siècle. Et on va se cacher sous le bain moussant ou alors on va opacifier l'eau avec une solution laiteuse pour se cacher aussi. Pareil, les toilettes qu'on a croisées à la chaise percée au plein milieu du XVIIe siècle, au XVIIIe, on va la mettre dans un recoin.
soit derrière une porte ici, soit simplement dans un recoin de la pièce, derrière un paravent. On va essayer de se dissimuler légèrement. Puis autre chose également de cette pièce très rapidement, c'est la cave à parfum. La cave à parfum, c'est ce petit coffre ici, muni de toutes ces fioles en verre. La mode au XVIIIe siècle, c'était d'aller chercher les odeurs chez l'apothicaire par exemple. Et une fois qu'on avait toutes ces fioles remplies, on rentrait chez soi et tous les matins, on crée son propre parfum. C'était la grande mode. On crée ses parfums selon ses humeurs, selon ce qu'on avait à faire durant la journée. Et hommes et femmes avaient ces caves à parfum. Et ceci date du XVIIIe siècle. Donc un objet aussi assez rare qu'on chérit. Voilà pour le XVIIIe. On va passer rapidement au XIXe siècle. Donc au passage, avant d'aller au XIXe siècle, vous avez le bureau du géographe ici. Voilà, c'est vrai qu'on explique souvent en visite la provenance justement de toutes ces essences, des huiles essentielles qu'on peut créer après à partir de produits naturels comme les épices, la vanille, le cacao, etc. Vous voyez dans le fond de la pièce une serre de voyage. Serre de voyage qui sert justement à pouvoir transporter des plantes par bateau pour venir ici en France. On a également des grosses graines. Alors ça fait beaucoup sourire les gens. C'est sur le bureau, on a une coco-fesse. C'est une grosse graine qui vient des Seychelles. Donc voilà, on explique toutes ces petites anecdotes en visite par rapport à la provenance de ces matières premières. Donc voilà ici la partie 19e siècle. On a ici dans ces vitrines tout un tas d'objets qui rappellent justement la vie quotidienne, la cosmétique, la parfumerie au XIXe siècle, présents dans des vitrines qui elles-mêmes sont du XIXe siècle, proviennent des magasins Lancel à Paris et qui encadrent finalement une fontaine à parfum en plein milieu ici. Fontaine à parfum qui provenait d'un hôtel particulier en fait à Paris du XIXe siècle. J'aime beaucoup dire aux visiteurs que finalement, nous, classiquement, on a entre guillemets qu'un simple flacon de parfum chez nous. Et ben, la personne de cet hôtel particulier avait une fontaine à parfum, soit avec des petits robinets pour mélanger dans la cuve les différentes essences qu'il y avait dans cette fontaine, soit il y avait un système de pédalier. Voilà, c'est un petit peu plus imposant, un peu plus chic peut-être. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on concevrait difficilement d'avoir ça à la maison. Ça prendra un peu de place quand même, je pense. Autre objet anecdotique aussi, très intéressant, c'est la canne ici. J'aime beaucoup aussi le dire en visite parce qu'on a souvent dans l'imaginaire des films, des objets dissimulés dans les cannes comme des épées, etc. Bon, nous, on est un peu plus romantique ou poétique. On a des cannes avec des petites fioles, par exemple, ou des sortes de coton imbibés d'odeur, de parfum. Et ça permettait en fait de s'humecter, de se reparfumer régulièrement toute la journée grâce à ces petits flacons ou ces petites cotons imbibés toute la journée. Alors pour terminer sur la promenade des parfums, en fait, on a vu 16e, 17e, 18e et 19e siècle. On va aller au 20e, voilà, pour terminer notre petit voyage. Donc au passage, vous avez la charpente qui est ici, charpente d'origine qui date de la construction du château. Alors bienvenue ici au deuxième étage du château, toute la galerie 20e siècle. On a 3 pièces en tout qui permet en fait d'évoquer et d'exposer plus de 800 objets. Et surtout en fait cet objet que vous avez juste devant vous qu'on appelle un orgue à parfum, qui est grosso modo le bureau du parfumeur finalement. Il date de 1920 pour anecdote celui-ci. Le parfumeur s'installait au milieu ici, avait à disposition des différentes fioles dans lesquelles on retrouve en fait des fragrances. Et pour l'histoire, pourquoi on appelle ça un orgue à parfum, c'est tout simplement parce qu'on va emprunter à la musique tout son vocabulaire pour décrire les différentes parties de cet orgue. Donc on a les étagères sur lesquelles vous avez ces fioles en verre, ça s'appelle des claviers. Ces fioles en verre renferment en fait des notes, on appelle ça des notes en fait, le liquide qui est à l'intérieur. Et le parfumeur, je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais quand vous allez en parfumerie, quand vous allez tester votre parfum, vous avez une espèce de bandelette en carton blanche sur laquelle vous allez asperger. Ça s'appelle une touche. Et finalement, le parfumeur va chercher sur son clavier une note
avec une touche. Plusieurs notes de musique, enfin 3 pour être précis, plusieurs notes ici forment en fait un accord, plusieurs accords forment une symphonie et plusieurs symphonies forment le parfum. Donc vous voyez qu'en fait, tout le vocabulaire musical y passe pour décrire finalement le processus de fabrication ainsi que le mobilier du parfumeur. Voilà. Donc dans les 2 autres pièces derrière, vous avez en fait plus de 800 flacons qui sont exposés. Ils sont pour la plupart numérotés, historiés, de toutes en fait les maisons de parfumeurs. Voilà, on a Guerlain, Dior, Chanel, Mugler, voilà, quasiment tout ici. On en a quelques-uns quand même qui sont assez phares. On a le Chanel numéro 5 qui est extrêmement connu, qui est dans la vitrine juste ici. Voilà, Chanel numéro 5, c'est un parfum qui pour moi est un des plus connus, peut-être un des plus vendus au monde. Et dans la vitrine centrale ici, la vitrine ronde, on a pour moi les flacons peut-être les plus importants de notre collection, avec des flacons qui datent des années 20, 30, 40, 50, qui sont sortis comme ça sur des étagères des parfumeries. Et on fait aussi appel à des artistes. Et ici, pour le Roi Soleil de Schiaparelli, on fait appel à Salvador Dali qui va dessiner finalement le flacon. On a également Diorissimo de Dior en cristal de baccarat et bouchon en bronze doré ici, qui est sorti en 55. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus ça en tête dans les parfumeries. On a des flacons en verre plutôt simple, on va dire, un peu moins travaillés, même si ça l'est toujours. Mais les matériaux sont moins nobles. Et même les enfants, leur propre vitrine, juste ici, avec des flacons enfantins. Et donc à travers cette promenade des parfums, c'est vrai qu'on a vu depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui toute l'évolution finalement de la cosmétique et de la parfumerie. Et c'est complémentaire en fait à nos extérieurs, puisqu'à l'extérieur on a le parc et surtout les jardins Renaissance à l'arrière du château. Et grâce au jardin, on sait qu'historiquement on faisait des distillations grâce aux plantes qu'on recueillait dans les jardins. Et justement ça fait vraiment un lien tout à fait naturel entre nos collections d'intérieur et nos espaces extérieurs. Donc là, du coup, on va quitter le château, on va descendre les 2 étages et on va à la direction des extérieurs, justement les jardins Renaissance. Donc on est ici dans les jardins Renaissance. Donc c'est vrai que les jardins Renaissance, c'est une particularité du château de Chamerolles. Il y en a beaucoup de visiteurs qui viennent ici exclusivement pour ces jardins. Et les jardins Renaissance, en fait, c'est une construction particulière puisque vous avez 6 carrés en tout, qui ont chacun une particularité. Le jardin Renaissance est fait pour 3 choses. Nourrir les hommes, donc on a 2 carrés potagers dans le fond. C'est fait également pour le loisir. On a le labyrinthe et le préau. Et vous allez voir, le préau, en fait, c'est pas du tout un préau comme on a à l'école, etc. C'est un préau, en fait, c'est des margelles de pierre, des petits murets sur lesquels on a un pré qui est haut, en hauteur, sur lesquels on va pouvoir s'asseoir. Et c'est une sorte de salon en fait extérieur. On va écouter de la musique, parler, etc. Et pour les 2 derniers carrés, en fait, c'est le carré des broderies et des plantes rares. C'est montrer la puissance du Seigneur. Véritablement, acclimater des plantes rares comme des palmiers, des magnolias qui nous paraissent aujourd'hui complètement anecdotiques parce qu'on les a à disposition, mais à la Renaissance, c'est une prouesse de pouvoir les acclimater à notre environnement. Et puis on a également les broderies. Le carré des broderies, c'est créer vraiment des parterres avec des formes géométriques, avec des ifs ou du buis, donc c'est maîtriser la nature. Et on a des rosiers qui sont à l'intérieur, donc aujourd'hui pas en fleurs malheureusement, mais qui le seront au printemps. Donc je vous invite à venir véritablement entre mai et septembre pour voir cette explosion de couleurs dans nos jardins, puisqu'on a plus de 75 variétés de rosiers présentes. Donc voilà pour la présentation, j'espère que cette découverte vous a plu. J'ai encore pas mal de choses à vous montrer, donc on aura plaisir de vous accueillir ici au château de Chamerolles. C'est un lieu vraiment que les visiteurs apprécient pour le caractère intimiste de la bâtisse. Le parc et les jardins sont une invitation à la farniente, à la promenade. Et voilà, vous avez largement de quoi passer une demi-journée ici tranquillement, d'apporter votre pique-nique si vous souhaitez, c'est largement autorisé, même c'est encouragé. Et puis on aura l'occasion, j'espère, de pouvoir discuter de nombreuses pièces qu'on n'a pas forcément vues en détail.